Est-ce que c'est mieux? Ouais, parfait. Bonjour à tous. Donc, mon propos va effectivement porter sur les carences en termes d'évaluation environnementale des risques, mais il est très interconnecté avec ce qui vient d'être présenté, puisque toutes ces carences ne font que s'accumuler. Donc, s'il vous plaît, la slide. Juste quelques mots avant sur PAN, ou Pesticide Action Network Europe. Donc, on est une ONG basée à Bruxelles et qui travaille exclusivement sur les pesticides, à la fois leurs effets sur la santé humaine, la santé animale et l'environnement, et les modalités de leur remplacement par des alternatives non chimiques existantes. Donc on est régulièrement amené à travailler à la fois avec les institutions telles que le Parlement européen, mais aussi des scientifiques, des académiques, d'autres ONG et des agriculteurs, un panel divers d'acteurs. Donc ma présentation va cette fois-ci porter sur le traitement des effets sur l'environnement et notamment sur les espèces qui est fait dans le cadre de l'évaluation environnementale des risques. Je veux bien la prochaine slide, s'il vous plaît. Et avant ça, je vais rappeler le cadre juridique qui est donc précisé dans le règlement 1107/2009, qui précise dans son article 1 que l'objectif de la réglementation est d'assurer un haut niveau de protection pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement contre l'utilisation des pesticides. Et dans son article 4, et qui est sous-tendu par le principe de précaution, et qui, dans son article 4, va plus loin en précisant que les substances actives et les produits phytosanitaires ne peuvent avoir d'effets inacceptables sur l'environnement, et notamment sur les eaux de surface, sur les espèces non cibles et sur la biodiversité. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, on a un règlement d'exécution qui a été adopté en 2013 qui précise la mesure dans laquelle cette évaluation environnementale des risques doit prendre lieu. Et ce qui est précisé, c'est que cette évaluation doit être assez large et assez complète, puisqu'elle doit porter sur les organismes terrestres tels que les mammifères, les oiseaux, ce qui était le cas de la directive précédente déjà, mais elle va aller plus loin parce qu'il va alors aussi falloir s'intéresser aux effets sur les reptiles, sur les amphibiens, sur les espèces aquatiques, sur les arthropodes, sur la faune des sols, sur les nitrogènes ou encore sur les plantes. Donc, la réglementation est très claire. Les substances actives ainsi que les pesticides ne peuvent pas avoir d'effets inacceptables sur l'ensemble de ces espèces. Maintenant, on va passer à la pratique. Depuis une dizaine d'années, je veux bien la slide suivante. Et je vais mettre en évidence deux grandes carences dans la mise en place et la mise en œuvre de l'évaluation des risques. Tout d'abord, un certain nombre d'espèces qui, bien que citées dans le règlement d'exécution, ne sont toujours pas testées et donc dont les effets ne sont pas pris en compte dans l'évaluation des risques. Ce sont les amphibiens et les reptiles. Et ensuite, je démontrerai comment ces preuves scientifiques, lorsqu'elles sont mises en évidence, pour les oiseaux, pour les abeilles, pour les espèces aquatiques, sont simplement déconsidérées par l'EFSA et la Commission européenne, qui laisse un blanc-seing et réapprouve les substances. Donc, dans un premier temps, slide suivante, s'il vous plaît, je vais me focaliser sur les amphibiens et les reptiles. Donc, simple rappel, ce sont les deux catégories de vertébrés qui sont les plus en danger d'extinction aujourd'hui. Les derniers chiffres sont de 2020 et mettent en évidence le fait que 40% des amphibiens sont en voie d'extinction et 25% des reptiles. Et ce sont des espèces qui ont un rôle assez clé dans l'écosystème et dans la chaîne alimentaire. Ce sont à la fois des prédateurs qui vont manger et réguler la quantité d'insectes, mais aussi des proies, et donc des proies pour les oiseaux, pour les mammifères, etc. Et on dit souvent que ce sont des bons indicateurs de l'état, du statut de l'environnement, puisque ce sont des espèces qui sont très sensibles à la qualité de l'eau, à la qualité des sols, et qui ont une température qui se régule en fonction de leur environnement. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe en pratique en termes d'évaluation des risques pour ces espèces? Je vais vous demander la prochaine slide. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas testées. Tout simplement, il y a une obligation légale de fournir des données, et donc il revient aux régulateurs d'évaluer ces effets et de s'assurer qu'aucun effet inacceptable ne ressort de l'évaluation des risques. En pratique, ce n'est pas du tout fait. On estime au mieux que l'évaluation qui va être portée sur d'autres vertébrés ou d'autres espèces aquatiques couvre ces espèces, et on ne tient pas compte effectivement de la littérature indépendante qui se développe au cours des dernières années en lien avec l'extraction massive de ces espèces. Et c'est un vrai problème parce que les amphibiens et les reptiles sont plus exposés que les autres espèces aux pesticides, de par
le fait que leur environnement naturel, leur habitat naturel sont les champs agricoles, et elles sont aussi plus sensibles. À titre d'exemple, les amphibiens ont une peau qui est perméable par laquelle ils absorbent l'oxygène, l'eau, mais donc aussi nécessairement les pesticides si certains sont pulvérisés directement sur eux. Donc on a une vraie carence à ce niveau-ci depuis plus de 10 ans. Et slide suivante, s'il vous plaît. Ce qu'on constate en s'intéressant à la littérature indépendante, c'est qu'il y a véritablement des effets inacceptables liés à l'utilisation des pesticides sur ces espèces. On a notamment les travaux réguliers de Carsten Brühle qui mettent en évidence une toxicité aiguë qui peut conduire jusqu'à un taux de mortalité de 100% des espèces juste après la pulvérisation, et donc à des taux de pulvérisation qui sont à 10% de l'autorisation sur le marché, donc dans des conditions tout à fait réalistes et qui n'ont pas vocation à dépeindre un worst-case scénario, mais plutôt la pratique courante. On a aussi des effets de plus long terme et supplétaux de ces substances. Donc, ce qu'on met clairement en évidence, c'est que l'évaluation des risques telle qu'elle est conduite actuellement ne permet pas de remplir les conditions d'approbation et la réglementation 1107, puisqu'on a clairement des effets inacceptables sur les pesticides, sur les reptiles et les amphibiens par les pesticides. La slide suivante, s'il vous plaît. Et donc ça, c'est quelque chose dont les autorités sont fort informées, puisqu'en 2018, l'EFSA a publié une opinion scientifique dans laquelle elle reconnaît justement ces effets très toxiques et le fait que l'évaluation des risques actuels ne soit pas à la hauteur des enjeux, et qui est supposée être la base pour un document de guidance qui permettra de développer des méthodologies de test sur ces espèces. Donc c'est un document scientifique qui est arrivé et qui était le bienvenu. Et à l'époque, Campagne Europe a demandé quand est-ce que ce document de guidance pourrait être publié. La réponse a été 2022. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Commission européenne n'a toujours pas mandaté l'EFSA pour conduire ce travail. Donc, il n'a pas été engagé. Et en dépit du fait que on a une stratégie biodiversité aujourd'hui, qu'on tente de mettre sur un pied d'égalité avec la lutte contre le climat, la conservation et la restauration de la biodiversité, dans la pratique, ça ne constitue pas une priorité. Et donc, rien n'est toujours à réaliser et l'évaluation environnementale des risques demeure un point de nos priorités pour les institutions, enfin pour la Commission européenne, pardon. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, ce qui est nécessaire aujourd'hui, la plus grande priorité, c'est que ce document de guidance soit préparé. Et ça, à ce niveau-ci, je pense que votre institution peut être un bon moteur pour pousser les États membres ainsi que la Commission européenne à préparer ce document dans les plus brefs délais. Et en attendant, mais ce sera toujours le cas par la suite, on demande que la littérature indépendante qui met clairement en évidence les effets de certaines substances telles que le métribuzin ou le fluoxonil sur ces espèces soit prise en compte. Et si ces documents de guidance et cette littérature ne sont pas pris en compte au moment du renouvellement, les moyens juridiques nécessaires pourront être pris par vos institutions à ce moment-ci. Voilà, et donc je vais continuer simplement sur ma deuxième partie, slide suivante, dans laquelle je mets en évidence le fait que très souvent, pour d'autres espèces, pour lesquelles on a des évidences scientifiques d'effets adverses, où on a une littérature scientifique qui est minimisée et des effets qui sont déconsidérés. Typiquement, il est très régulier que l'EFSA, dans ses conclusions scientifiques, mette en évidence ce qu'on appelle des domaines de préoccupation critique, qu'elle définit comme des circonstances dans lesquelles, pour tous les usages représentatifs, elle n'est pas en mesure, faute de données, faute d'informations, de garantir une absence d'effet sur la santé humaine, l'environnement ou la santé animale. Et donc, conformément à l'article 1 et l'article 4 du règlement 1107, en présence de ces domaines de préoccupation critique, la substance ne remplit pas les conditions d'approbation pour être mise sur le marché. Ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'on a une approche beaucoup plus arbitraire. Je vais demander la slide suivante, s'il vous plaît. Ce qu'on constate, c'est que parfois, la Commission européenne s'appuie effectivement sur ces domaines de préoccupation critique pour retirer une substance du marché. En l'occurrence, ça a été le cas dans le cas du chlorpyrifos, qui était une substance pour laquelle on avait des domaines critiques qui portaient sur la santé humaine. Lorsqu'il est question d'écotoxicité, la pratique est différente. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que simplement, dans le cas des néonicotinoïdes et du sulfoxaflor, on a effectivement une Commission européenne qui a pris la même approche et qui s'appuyait sur le principe de précaution et l'article 1 et 4 pour retirer ces substances du marché.
Mais dans la plupart des cas, ce qu'on constate, c'est que les substances sont renouvelées avec, le cas échéant, des mesures d'atténuation qui sont supposées minimiser les risques pour toutes ces espèces. Et donc là, je vais prendre un exemple très récent, si je veux bien la slide suivante, pour lequel la Pan-Europe s'est saisie et a contesté la décision administrative de la Commission européenne et le cas échéant ira devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est le renouvellement de la cypermétrine en tant que candidat à la substitution. Donc c'est un insecticide pyrétoïde qui est très toxique pour les abeilles, qui est aussi identifié depuis 2016 par le Centre de recherche commun européen comme un perturbateur endocrinien et qui a aussi des effets sur les espèces aquatiques ainsi que sur les autres arthropodes non cibles. Tous ces effets ont été reconnus comme domaine de préoccupation critique par l'EFSA et pourtant la substance a été réapprouvée avec comme obligation de la part des États membres de mettre en place des mesures d'atténuation qui permettraient de réduire par 95% les risques pour ces substances. Dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une Commission européenne qui va interpréter à sa façon les recommandations déjà discutables faites par l'EFSA. Ce qui se passe, c'est que la Commission européenne a donc autorisé le renouvellement en soulignant que pour les espèces aquatiques, on devrait s'assurer d'une concentration dans l'eau inférieure à 0,0038 microgrammes par litre. Et elle a indiqué que ce serait pour toute l'année. L'EFSA, dans son conclusion scientifique, précise que l'autorisation ne devrait être possible que pendant l'été, que pas dans le printemps par contre, et pas pendant l'automne. On a par ailleurs l'EFSA qui passe sa décision sur un principe qui est celui d'Environmental Recovery Principle, qui veut qu'on estime que la mortalité ou les effets adverses sur les organismes sont acceptables dans la mesure où les espèces vont se renouveler et qu'au fur des générations, on va parvenir à retrouver les mêmes densités de population. Ça, c'est une pratique ou une réflexion qui, bien que scientifiquement discutable, pourrait être valable dans le cadre d'une utilisation ponctuelle de la substance. Or, ce qu'on constate, c'est que la substance va être pulvérisée chaque année par des agriculteurs conventionnels. Donc, dans ce cas-là, cette approche n'est pas valable et la vraie valeur de référence, ce serait 0,017 microgrammes par litre, et qui a été d'ailleurs souligné par l'EFSA en cas d'utilisation ponctuelle. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'on met en place ces mesures de réduction de 80%, eh ben, on est quand même au-dessus de ce seuil, qui est valable pour une utilisation ponctuelle. Après, en ce qui concerne les arthropodes, l'EFSA met clairement en évidence le fait qu'elle n'a pas de données et spécule sur quelques mesures en termes de zones tampons qui permettraient la protection, mais c'est très mince et il n'y a rien d'indiqué pour ce qui concerne l'exposition dans les champs. Donc pour toutes ces raisons, nous, on a, en tant que Pan-Europe, décidé de contester cette décision de renouvellement de la part de la Commission européenne. On attend encore la réponse puisque la Commission européenne a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir nous répondre. Et notre intention, c'est d'aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour démontrer qu'à la fois sur ces effets toxiques sur toutes ces espèces, mais aussi pour la perturbation endocrinienne, qui est un autre grand sujet mais qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, la substance n'a pas été identifiée à la hauteur des dangers qu'elle pose pour l'environnement et la santé humaine. Donc je vais juste terminer par une slide sur ce qu'il est possible de faire. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est que l'identification de domaines de préoccupation critique ne peut pas conduire au renouvellement de la substance, qu'en cas d'incertitude scientifique, c'est le principe de précaution qui, conformément à la réglementation, doit prévaloir, et que dans le cas de décisions administratives, donc de renouvellement ou d'approbation contraire de la part de la Commission européenne, nous avons la possibilité d'aller contester ces décisions pour leur légalité, à la fois en tant qu'ONG, mais vous aussi en tant que Parlement européen, parce que malheureusement, ce qu'on constate avec la cypermétrine, c'est que c'est simplement une illustration d'une pratique assez systémique et d'un pattern de la Commission européenne qui est en rien conforme à ce que dispose le règlement 1107. Je vous remercie.